Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Novembre 2019, Moorea, Polynésie française. Les protagonistes de cette aventure, Lorenzo Bramanti, chercheur CNRS et biologiste marin, Iliane, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Lorenzo part aux quatre coins du globe étudier les gorgones des grands fonds. Nous revivons, à travers ces mots, des plongées incroyables et extrêmes. Plongeons dans les forêts animales sous-marines. Nous sommes à bord d'un des voiliers d'Under the Pole, un programme d'exploration sous-marine. Nous nous préparons à plonger à plus de 100 mètres de profondeur. Nous, on est sur les bateaux, proches de la côte. Le bateau s'est ancré sur un fond de 15 mètres. Et à l'entour, il y a quelques bateaux de touristes qui viennent faire le whale watching, visionner. Surveiller les baleines. Surveiller les baleines. Et il y a les bateaux de Criob qui nous accompagnent avec des autres collègues scientifiques et techniciens. Le Criob qui a le centre scientifique les Criob, à Moorea. Les Criob, c'est le centre de CNRS. Et je suis hospité dans les Criob. T'es logé là-bas, enfin t'es rattaché à ça, c'est ça? Je suis logé au Criob pendant quelques jours et quelques jours sur les bateaux. Et pas beaucoup de gens, quelques touristes, quelques bateaux locaux et les bateaux des scientifiques de Criob. Et comment tu te sens là? Je suis ému parce qu'on va faire une plongée profonde dans une zone tropicale, un endroit que j'ai jamais vu. On va aller chercher quelque chose que j'ai pensé qu'il va être là-bas. J'ai projeté et modélé dans ma tête la présence de ces écosystèmes ici, mais je ne l'ai pas encore. Ouais. L'accent, c'est italien, non? Oui, tu as une bonne oreille. Hein? Et sinon, tu penses trouver quoi dans cette profondeur? Mais mon objectif, c'est de trouver des forêts animales sous-marines. Dans les fonds de Moorea, il y a des coral reefs. Un peu des barrières de corail. Un peu des barrières de corail, des récifs coralliens. Et dans la profondeur, quand la lumière est plus atténuée, moi j'attends de trouver des autres espèces, les gorgones, les coraux noirs et les coraux mous. D'accord. Pourquoi tu parles de forêt exactement? Parce que cette espèce ici, comme les gorgones, les coraux noirs et les coraux mous, il a des formes arborescentes, forment des arbres, ils sont avec des branches. Et quand ils sont en une densité suffisamment haute, ils forment des forêts. Des forêts qui sont tout à fait similaires en apparence à les forêts terrestres, mais sont faites de coraux. Et comme tout ça, ce sont des animaux. Ok. Et si finalement, en fait, il n'y a pas de forêt, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de forêt, on aura sûrement quelque chose d'intéressant à trouver. C'est vrai qu'on connaît très peu de choses à propos des profondeurs? Oui, c'est vrai. Entre les 60 et 200 mètres, c'est encore moins connu. Parce que toute la science s'est basée surtout sur la plongée de type récréatif, avec des systèmes de bouteilles et circuits ouverts. Et du coup, la plongée, c'est jusqu'à 40 mètres normalement, par des fois jusqu'à 60 mètres, mais avec pas beaucoup de temps d'immersion. Après, quand on arrive vers les profondeurs plus grandes, on a des sous-marins, des robots, des drones subaquatiques qui vont sur profondeur de 1000, 2000 mètres, etc. Et cette zone qui est côtier, du coup, pas loin de la côte, mais dans la profondeur entre 60 et 150, 200 mètres, a toujours été moins étudiée parce que l'homme n'arrive pas et les sous-marins et les robots sont utilisés pour aller plus profond. Et c'est juste dans les dernières 20 années que la technologie de plongée, en utilisant des recycleurs, nous permet d'aller à ces profondeurs ici.
Bon, c'est pas le tout, mais il faut qu'on s'équipe pour une plongée justement à cette profondeur. J'imagine que l'équipement, il est assez lourd. Tu parlais des recycleurs, c'est pas exactement pareil que les bouteilles classiques, hein, c'est ça? En fait, si c'est un système recycleur qui te permet de recycler les gaz, l'air que tu respires. Et on peut rester plus longtemps. 3 heures, on peut rester jusqu'à 3 heures au fond de l'eau? Normalement, tu as un maximum de 5 heures d'activité. Tiens, je te donne les bouteilles. Ça pèse quoi quand même, hein? Allez, vas-y. Il y en a une deuxième, tu la prends? Ouais, je crois qu'en plus, Lorenzo, tu me disais qu'il y a des bouteilles de sécurité en plus, c'est ça? Oui, en fait, nous, à part notre recycleur, que les poids des recycleurs, c'est à peu près 30-34 kilos. Ouais, c'est bien ça pèse son poids. Hein. Oui, on ajoute d'abord des bouteilles en circuit ouvert de sécurité qu'on espère utiliser jamais, mais toujours il faut les avoir. Du coup, ce sont normalement 2 ou 3 bouteilles, dépendant de la profondeur qu'on va. Du coup, on ajoute des autres kilos. Après, on ajoute des scooters sous-marins. Pour bouger dans l'eau, on ne peut pas nager avec tous ces poids ici. Des scooters sous-marins? Oui, ce sont des torpédos, si tu veux, avec une hélice et nous transportent. Ils sont électriques et nous transportent. Oh, c'est confort, ça. C'est très confort, mais hors de l'eau, tu ajoutes autre 20-30 kilos. Ah ouais. Et du coup, on est déjà arrivé presque à mon poids. T'as pas le mal de mer par hasard? Mais alors, l'admiral Nelson disait toujours que si quelqu'un dit qu'il a jamais voulu prouver le mal de mer, signifie que jamais été vraiment dans la mer. Sur un bateau. Sur un bateau. Du coup, effectivement, si tu navigues beaucoup, si tu passes beaucoup de temps dans les bateaux, avant ou après, tu auras toujours le mal de mer. Mais pour moi, j'ai des chances et je ne souffre pas beaucoup de mal de mer. T'es un petit peu palo, Eliane. Ça va, toi? T'as pas trop le mal de mer, là? Je te trouve un peu palichon. Quelques nausées, mais... Ouais, on va vite sauter à l'eau, ça ira mieux. C'est bon, tout le monde est équipé, vous avez tout le matos avec vous? Tout avec nous. Lorenzo, t'as pris de quoi prélever des échantillons? Oui. Si on trouve quelque chose? Il faut ajouter des autres poids parce que moi j'ai besoin d'aller en bas, j'ai besoin de prendre des photos. Du coup j'ai ma caméra, 4-5 kilos. Et après il faut des... Je ne sais pas ce que je vais trouver. Du coup ça c'est un peu une plongée d'explos. Mais de toute façon je me ramène des scissors, une scalpel. Donc ciseaux, scalpel et les petites boîtes aussi pour mettre des échantillons? Des petits sachets et un marteau. Ouais. Ok. Et ben c'est parti, on y va. Ça fait du bien parce que ça commence à être lourd sur le dos. Tout le monde est ok, c'est bon? On peut descendre? Ok, on fait le signe, c'est parti. Et pour ceux qui ont de l'asthme, ça se passe comment? Pas recommandé de plonger. D'accord. Mais tu n'as pas de l'asthme, non? Non. Ah, ok, parfait. Et autre chose que c'est intéressant, c'est que dans le moment que ton visage il touche l'eau, et il a le contact avec l'eau, ton système nerveux se calme et du coup ta respiration se va plus tranquille. C'est un réflexe naturel. Et ça ramène à te tranquilliser avec l'eau sur le visage. Du coup, c'est conseillé de s'enlever la masque, de mettre le visage dans l'eau et se prendre un peu d'eau comme ça pour se familiariser avec les milieux marins. Trop bien. On descend et on trouve les classiques, on trouve toujours l'eau qu'on voit toujours dans les documentaires. Les pochilopora sont des coraux cauliflower, des coraux Qui ressemblent à des choux-fleurs, ouais. chou-fleur, oui. Et à fur et à mesure qu'on descend, les couleurs sont toujours moindres et on commence à voir une dominance des couleurs vertes, bleues. Et on commence à voir aussi un change de la forme des coraux. On est déjà vers 40 mètres, 40-50 mètres. On trouve surtout des coraux plats. Une forme qui semble être plus adaptée à capturer le plus possible part de lumière. En fait, comme tu saches, les coraux scléractiniens, ils ont une symbiose avec une petite algue photosynthétique qui a besoin de la lumière. Du coup, ces coraux, ils ont la forme qui permet à sa algue de capturer la lumière. Après que je vois ces derniers coraux plats, j'ai commencé à allumer la lumière, aussi pour voir mes copains, parce qu'on est plusieurs. Et du coup, la lumière se sert pour voir, oui, mais on a encore bonne visibilité, du coup, on n'a pas dans l'obscurité. C'est un peu stressant quand même, hein.
Mais Enfin, franchement, moi, d'être dans l'obscurité comme ça, avec la pas lampe... pour moi. C'est Toi, non, évidemment. non, ben alors, on l'appelle la zone, parce que déjà après les 50 mètres, 60, on est déjà arrivé à 70, on est déjà dans la zone mésophotique. Mésophotique dans le grec, c'est lumière réduite. Du coup, c'est pas lumière absente, mais c'est une zone crépusculaire. Et du coup, c'est comme en soirée. Le soir à 7h, à 20h dans l'été. Et on descend et la pente se fait un peu plus raide. Ouais. Mais pas de problème, on flotte. C'est impressionnant quand même, parce que c'est- là, faut visualiser que là, on est comme si on était au bord d'un précipice. Oui, mais c'est comme on était au bord d'un précipice, mais on a la capacité de voler. En fait, comme un super-héros, on peut voir les précipices, mais on ne tombe pas. Ouais, c'est J'ai des incroyable. pouvoirs, et du coup, on peut aller avec les lumières bien allumées, et on commence à entrer dans la zone crépusculaire. Maintenant, on est à 80 mètres, et jusqu'au final, je vois que les coraux plats ne sont pas très, très denses, et on voit que là en bas, vers les 90, je vois quelque chose. Je vois une ligne noire. On y va? Et si vous voulez, mais bien proche à moi, Allez. et on se tient à l'œil, ok? Ok, d'accord, entendu. C'est comme l'or bleu. C'est fantastique. Tu sais, l'or bleu, Ouais. quand le soleil a couché, ouais. la lune commence à sortir, mais elle a encore une petite part bleue et une petite part noire. Du coup, le ciel, il a la nuit et le jour à la même temps. Et ça, si tu regardes en surface, tu vois bleu, et si tu regardes en bas, tu vois noir. C'est l'or bleu dans l'eau. Et nous, on va là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait justement maintenant, là, Lorenzo? Mais maintenant, on fait mettre bien notre flottabilité, parce qu'on ne veut pas plonger trop, parce qu'on est déjà sous ces murs, à 100 mètres de profondeur, et Juan et Nico sont à prendre des échantillonnages de poissons à 30-40 mètres de distance. Donc, On eux, ils le voit. s'occupent d'échantillonner les poissons, et nous, on va essayer de chercher, en gros... Nous, si on voit va des chercher choses. les coraux. Ok. Attends, je crois que je vois un truc là. Oula, bravo. Ça, tu vois, regarde, tu vois. Ça, c'est la forme d'un petit arbre, tu vois. Ça, c'est un coraux mou. Ça fait un peu bonsaï. C'est tout, c'est comme un bonsaï, ça ressemble à un bonsaï. Et tu vois, la particularité de ça, regarde, viens. Tu peux le toucher un petit peu, mais pas trop. C'est mou. Tu vois, le squelette, c'est hydrostatique, c'est plein d'eau. Ça, Du ça coup, quand aère. on le touche, si, c'est joli, c'est bizarre. Mais tu vois, quand je te dis de les forêts, ça, c'est tout à fait un arbre. Tu vois, l'autre, tu le vois à côté. Ça, c'est un coraux noir. Ok. Ça, c'est très joli. Mais c'est pas noir. Non, en fait, c'est bizarre, c'est blanche. Ah ouais? Et tu sais pourquoi? Ah non? Mais en fait, qui a donné les noms à ces espèces ici sont des scientifiques des 800, 700 qui ne doivent pas plonger. Et les coraux noirs sont profonds. Ils ne pouvaient pas plonger, du coup, ils prennent des échantillons du fond avec des dragues et les ramènent en surface. Et en fait, ils ramènent les squelettes. Et le squelette de ces bestioles ici, c'est noir. Du coup, si tu regardes le squelette, tu l'appelles corail noir. Mais si tu le vois dans l'eau, Vivant. tu l'appelles corail blanche, parce que c'est Ah oui, des c'est plumes. étonnant, Au moins, on n'est pas venu pour rien. Non, non, franchement, c'est joli. Mais regarde là, combien. Toutes les petites cavités, il y a quelque chose dedans. Ils sont des choses que normalement, tu ne vois pas dans les premiers mètres de profondeur. Mais ça paraît dingue parce que là, en termes de luminosité, dans un mur à 90 mètres et en plus une cavité, il n'y a pas grand-chose. Oui, en fait, beaucoup de ces espèces ici, il n'y a pas les algues photosynthétiques. Du coup, il n'a pas besoin de lumière. Ils mangent la bouffe. Mais attention, dans l'expédition, avant nous, l'expédition de l'année dernière, les collègues, ils ont trouvé des coraux durs à 172 mètres, encore capables d'avoir des algues qui font des photosynthèses. Du coup, mais je te dis, la lumière, c'est pas complètement... C'est obscurité, mais il y a encore quelque chose. Et là, il faut faire des prélèvements. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Du coup, vous me tenez les sachets ou la buvette, et moi, je prends les petits échantillons et je te les donne. D'accord. Et tout, il faut que tu prennes une photo de l'échantillon dans les sachets. Parce que quand on arrive à la surface, moi, je dois faire la photo
et les numéros des sachets. Du coup, moi, je sais qu'est-ce qu'il y a. On peut faire des analyses génétiques. Du coup, il faut travailler en équipe. Ok, Ça va? Très bien. Moi, la photo, ça me va bien. Du coup, tu tiens les sachets ou les petits tubes. Et moi, je prends les petits corals, je les mets dans les sachets et tu prends de la photo. Ok, ça marche. D'accord. Eh ben, allez, on se tente sur celui-là là, que t'as trouvé, Yann. Ok, attention. Ça va comme ça? Oui, ouvre bien les sachets. Tac. Ferme, ok. Oui. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Ah non, c'est pas ça que je prends en photo. Allez, juste pour fun, je vais quand même te prendre en photo avec. Allez, d'accord. Attention que c'est difficile, vous plongez pas trop, hein. Vous restez toujours à la profondeur. C'est pas évident. Par défaut, on perd l'attention, il faut toujours contrôler les instruments. Et à ce sujet-là, ça fait déjà 18 minutes là qu'on est à ce niveau-là dans les 90-100 mètres. Je crois qu'il va falloir remonter là. Oui, il faut remonter. Tranquille, respire tranquillement. Ok. Regarde autour de toi. Tu es dans un endroit fantastique. Et maintenant, on le quitte. On n'a pas beaucoup de temps pour visiter ces endroits ici. On a déjà fait beaucoup. On remonte doucement et on fait notre palier. Premier palier, c'est à 45 mètres. Voilà, 1 minute. Du coup, on remonte tranquillement et après, on commence la longue route vers la surface. Parce que 10 minutes, c'est vrai que ça peut paraître un peu frustrant, 18 grand max 20 minutes, mais malheureusement c'est le temps qui va nous... On peut pas faire plus, c'est pas possible. Du coup, il faut être efficace. Il faut être super efficace, exact. Ça fait 1 heure que l'on est à 6 mètres de la surface pour notre dernier palier. Certains plongeurs ont d'ailleurs demandé à ce qu'on leur apporte un téléphone avec une pochette étanche pour regarder une série. Nous, on patiente, on commence un peu à s'endormir, quand soudain, une rencontre incroyable. Il y a un truc énorme qui arrive près de nous là. T'as livré des profondeurs ou quoi? Non, c'est la raison. Regarde, ça c'est un baleine. C'est fantastique, hein? C'est pas dangereux? Non, tranquille, c'est pas dangereux. C'est elle qui a peur de nous. Enfin, elle est pas toute seule, regarde. Il y a son petit avec. Wow. Ça c'est un cadeau énorme, regarde. Et c'est... Oui, Aussi proche comme ça. Aussi proche, après, pas planifié, ça c'est... Franchement, c'est rare. Ok. Eh bien, ils vont moins faire les malins là sur leur série. Nous, au moins, on l'a bien vue. Parce que malheureusement, elle repart assez vite. Oui, moi j'espérais qu'il est intéressé, nous vienne à voir, mais je pense qu'on l'inquiète un peu. Après ce moment magique, on remonte à bord du bateau, on met les échantillons dans des tubes d'eau de mer qui seront étudiés justement au centre de recherche du CRIOB à Moorea. Je pense que là, je vais aller me poser un petit peu dans ma cabine, moi. Mais je pense qu'à cette heure ici, tu auras plus d'espace sur les pontes parce qu'on n'est pas seul dans le bateau. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est 15 dans ce bateau de 20 mètres. Du coup, tu vois que... Donc, alors moi, je savais que je partageais ma cabine, mais en soi, c'est quoi, c'est des lits superposés, non? Non. La majorité, il a des lits superposés, mais la majorité sont des lits que tu partages les lits, en fait, avec ton pote. Super. Et il faut que devienne ton pote, oui ou oui. Et je vais aller me poser sur le point. Je vais te demander d'aller dedans. Ok. Ça doit changer du CNRS quand même, non? Oui. Quand je suis invité au CRIOB, j'ai ma chambre, j'ai une petite terrasse et je suis proche des laboratoires et c'est tout parfait. Ici, dans les bateaux, c'est un bateau à voile, c'est plus petit, il est plus joli si tu veux, plus au sens d'aventure et c'est chouette, romantique si tu veux, mais en fait, de facto, je dors attaché à autre personne, j'ai la toilette presque dans ma cabine. Zéro intimité, mais... Zéro intimité, mais c'est la force de ce groupe ici. On n'a jamais aucun problème interpersonnel. C'est ce que tu me disais avant de partir, c'est que certes on est avec des super plongeurs, des super scientifiques, mais c'est peut-être pas les meilleurs plongeurs du monde, les meilleurs scientifiques du monde, mais par contre c'est sans doute la meilleure équipe du monde.
Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du monde, mais sur la monte, Guylaine et Manu, il a une capacité de choisir les teams. Moi, c'est les propriétaires d'Under the Ah Pole. oui, les propriétaires d'Under the Pole, il a la capacité de choisir les teams que c'est exceptionnel. Parce que vraiment, pas d'intimité, pas de privacy. Cocktail explosif. Cocktail explosif, surtout parce qu'on travaille et on fait des choses. Aujourd'hui, je pense que tu es bien fatigué après ça plongée ici. Ouais, c'est clair. On dort, on se fait une belle siesta et il faut qu'on reste tranquille pendant 2-3 heures pour se reprendre. Mais c'est stressant. Et après, échantillon, et après préparer la plongée des domaines. Il y a du boulot et le ménage aussi. Est-ce que vous avez... Tiens, Yann, tu t'es inscrit d'ailleurs pour faire le ménage là sur la liste ou pas? On va faire le ménage? Ah bah attends, c'est pas l'hôtel-restaurant non plus. Enfin, restaurant si, hôtel si, mais par contre on participe aux tâches. Et c'est à toi aujourd'hui. Hein. Dans la liste, on a tirage à sorte, c'est toi. Du coup, tu fais la vaisselle. Moi je fais le carré, l'endroit où on mange. Je nettoie après. Franchement, non. Je te laisse la vaisselle. Très bien. Lorenzo, à quoi ils te servent les échantillons que t'as pris? Alors, l'échantillon, je l'ai pris pour faire une détermination de l'espèce. Donc, je vais voir si les espèces qu'on a trouvées sont des espèces qu'on déjà connaît, ou si ce sont de nouvelles espèces. C'est possible, dans cet endroit ici, de trouver des individus très similaires à des espèces qu'on connaît, mais qui peut-être sont des autres espèces. Du coup, on fait une analyse de l'espèce et on cherche de décrire la composition de ces petits forêts. Est-ce que par rapport au sujet que tu traites, ces plongées, c'était comme un déclic, genre ça t'a fait sentir quelque chose de particulier? Sa plongée, il a été, on dirait, un starting point. Pour la première fois, j'ai vu l'opportunité, m'a donné l'opportunité de plonger profonde pour voir ce que j'ai imaginé de trouver. J'ai commencé à trouver les espèces, les changes d'habitat, ce que j'avais prévu d'avoir. Donc on a un change d'habitat, on a un change d'organisme, on a un change d'écosystème. Et du coup, ça déclenche tous les prochaines plongées et les prochaines études pour qu'on sache maintenant que les forêts sont là-bas. Il faut trouver des forêts plus denses, des forêts plus grandes, des forêts de différents types. Et on fait commencer à étudier l'écologie et le fonctionnement écologique de ces forêts. Du coup, aujourd'hui, c'est les premiers jours d'une nouvelle direction des recherches. On se retrouve 3 ans plus tard, dans une atmosphère complètement différente. Nous sommes toujours à bord du voilier d'Under the Pole, mais en Arctique cette fois-ci. Nous sommes au mois de mai. Il fait jour 24 heures sur 24. Depuis le hublot, on voit de la glace flotter à la surface de l'eau. Le thermomètre annonce moins 20 degrés. Ressenti pour Lorenzo, moins 35. C'est clairement un temps à boire un chocolat chaud. Pourtant, nous allons plonger dans une eau à 0 degré. On m'a donné un truc. Ça sert à quoi? Alors attends, je crois que ça c'est la couche de vêtements chauffante. C'est bien ça, Lorenzo? Oui, tout à fait. On n'est pas plus dans l'eau tropicale, donc on a besoin de s'échauffer. Puis surtout toi, parce que là t'as attrapé la crève, hein. On t'entend, Yann, tu... Mais tu vois, ça va le faire? Ça va. 0 degré te fait tout passer, c'est pas de problème. Ça va tuer tous les microbes. Oui. On a une couche de vêtements très chauds et on a une couche de vêtements chauffantes électriques connectées à une batterie. Okay. Ça sert pour qu'on reste beaucoup de temps dans ces eaux froides. Ok, ça marche. Bon, bah on va enfiler ça. La première couche. La deuxième, on nous a donné aussi une combi étanche. Ça change de la Polynésie. Hein. C'est pas le même équipement. Franchement, tu vois, on peut pas bouger comme ça. Non, c'est vrai. Presque. Et puis attends que de mettre les gants, et là c'est bon. On peut plus rien faire. Ah, je peux pas supporter les gants étanches. T'empêches de bouger bien les mains, c'est pas confortable. Bon, je suis désolée de vous l'annoncer, mais il va bien falloir sortir pour mettre le reste de l'équipement sur le pont du bateau. Ouais. Le reste de l'équipement? Et à quoi encore? Je peux plus bouger là. Bah, y a encore pas mal de choses. Hein. Oui, hein. Il faut ajouter les recycleurs. Une bouteille en plus à l'arrière des recycleurs pour gonfler la combi étanche qu'on n'avait pas en Polynésie. Tu vois le bonhomme Michelin? Ben, on n'est pas loin. Et on est vraiment proche de les Michelin, parce qu'en plus on a notre bouteille de sécurité.
les scooters encore, tu te souviens? Ah, mais celui-là, je l'aime bien, moi. Attends, j'ai vu qu'il y avait des hydrophones, c'est ça? Pourquoi t'as besoin de prendre le son? Parce que les sons, c'est une indication de la présence d'organismes à l'intérieur de la forêt. Ici, on est en train d'étudier l'écologie fonctionnelle de la forêt, donc comment ça marche une forêt, et on veut comprendre si sa forêt elle peut héberger beaucoup d'espèces, du coup augmenter la biodiversité. Donc en fait, plus il y a de son, plus il y a de vie dans cette forêt. L'idée, c'est venu ici parce qu'on ne peut pas se mettre comme une forêt terrestre à regarder les espèces et à les compter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce sont des espèces très petites, du coup, sont petits, des millimètres, petits vertébrés, parce qu'ils sont forêts en miniature, si tu veux. Et parce que beaucoup de ces animaux, ils sont impurs, du coup, tu ne peux pas les observer si tu es présent. Du coup, on a pensé, moi j'ai pensé à la forêt tropicale, la forêt des Mouraires, oui. Par exemple. Quand on est dans une forêt tropicale, on écoute beaucoup de sons. Et c'est presque assourdissant, généralement, dans une forêt tropicale. Oui. Et du coup, tu saches qu'une forêt en bonne santé, c'est une forêt avec beaucoup de bruit. Donc tu es parti de la Terre pour étudier les forêts sous-marines. Mais c'est l'intéressant de ce concept de la forêt animale marine, est-ce qu'on utilise des concepts déjà développés d'autres scientifiques pour étudier l'écologie forestière et on les ramène dans l'eau et on nous donne la possibilité d'étudier ces écosystèmes sans réinventer la roue, mais comme... en partant justement de ce qu'on connaît déjà. On monte sur les épaules des géantes et du coup on utilise tout ce qui a été déjà fait, on l'adapte à nouvel environnement et on peut appliquer des stratégies similaires. Trop bien. T'as l'air un petit peu tendu quand même, Lorenzo. En fait, franchement, je ne me sens pas totalement dans mon environnement. Je suis habitué à plonger dans la Méditerranée, je suis habitué que la mer, c'est soleil, et ici, on a moins 35. Tu dis que c'est perçu pour moi, mais les données disent perçu, température perçue, moins 35. C'est vrai, c'est un peu hostile comme environnement. En fait, j'ai pas l'habitude d'associer la plongée à cette condition, c'est difficile. T'as déjà fait ça quand même? Non, en fait, dans ces environnements-ci, j'ai jamais plongé. Ah bon, on est tous à la même enseigne, loge à la même enseigne, c'est bien. Oui, en fait, je me sens un peu en tension, tu vois. T'as eu un entraînement intensif, j'imagine, quand même, non? Mais alors, l'entraînement intensif, c'est que je plonge en beaucoup de conditions, en toutes les conditions, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 10 ans, 12 années. Puis tu as été moniteur de plongée aussi quand même. Oui, j'ai fait les moniteurs de plongée, j'ai étudié les coraux pour toute ma vie, du coup j'ai plongé beaucoup en recycleur, etc. Mais franchement, un entraînement à plonger avec une eau à 0 degré, je ne l'ai jamais vu. Les problématiques qu'on a ici sont nouveaux pour moi. Tu dois quand même avoir une très 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 bonne gestion du stress. Moi là, je suis en panique. Tu sais quoi? C'est la passion, l'envie de faire quelque chose que pas beaucoup de personnes ont fait dans le monde. L'envie de voir quelque chose de nouveau et l'envie de faire un challenge. Puis bon, on va pas se mentir, il y a un petit stress supplémentaire, c'est qu'autour de nous, on a des plongeurs en eau profonde très expérimentés et qu'on veut faire partie de la team, quoi, et te dire c'est bon, nous aussi on peut. Je vais pas quitter. Tiens. Mais pourquoi tu me donnes de l'eau chaude? Apparemment, c'est pour dégeler le détendeur. Le truc qui nous permet de respirer. Oui, et après, il faut se jeter rapidement à l'eau, parce que 0 degré, c'est beaucoup plus chaud que moins 35. Qu'est-ce que tu fais, Lorenzo? Est-ce que ça m'a gelé les détendeurs? Je n'ai pas sauté rapidement. En même temps, on était un petit peu loin à la détente avant de se jeter à l'eau, donc c'est pas totalement de ta faute, je pense. Non, mais ça va. Il m'a expliqué qu'il faut fermer les robinets, après les réouvrir et bypasser si tu as besoin de gaz avec les trucs. Du coup, je suis, on dira, à l'aise. Moi, 0 degré, détendeur gelé, j'ouvre, je ferme. Tout va bien. Tout va bien. Mais on n'y voit rien là-dedans. Avec la lumière pendant 24 heures et les eaux riches de nutriments, on plonge dans une soupe, tu vois. On est dans une soupe de plancton. Perfectement, une soupe de plancton. Mais si
mes copains, il m'a dit juste, après les 15 mètres, 20 mètres, on doit finir la soupe de plancton et trouver une visibilité spectaculaire. On descend dans ce brouillard et effectivement, au bout de 20 mètres, on a une eau absolument cristalline. Tu vois, tu avais raison, les expertes ont toujours raison. Et en plus, je pense qu'aussi avec, peut-être il y a le reflet peut-être des glaciers ou je sais pas, mais c'est un bleu très intense. C'est un peu noir, c'est en fait parce que les planctons enlèvent la lumière, du coup c'est obscur beaucoup avant les autres. Du coup, il a beaucoup moins de lumière parce que c'est filtré dans les planctons. C'est clair mais obscur. Clair-obscur. Clair-obscur. On continue donc notre descente, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorenzo, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu de fourmis dans les bras, mais... Oula, c'est pas bon ça. Non, tranquille. On regarde. Laisse-moi regarder un peu des choses. Effectivement, je sens un peu de fourmis. Je ne sais pas qui peut être, mais j'ai fait tout correct. On ne peut pas être une maladie de décompression. Du coup... Ouais, parce que c'est ça les signes quand même. Oui, peut-être ça, mais c'est différent. On regarde un peu, on va un peu plus en bas, on regarde. T'es sûr que tu veux pas qu'on s'arrête? Non, ça va. Ok, allez, c'est parti. Margot, je pense que je sais qu'est-ce qu'il y a ces fourmis. Ok. C'est d'un côté bien, d'un côté un peu moins bien. Vas-y. En fait, je te dis que m'a rentré un peu d'eau dans les gants et je sens que l'eau vient dedans. Et c'est pas un problème. J'ai pas effectivement, une eau à 0 degré, c'est pas un problème du tout. Et le problème, je pense que tu te souviens de l'événement chauffante. Ah bah oui, là je suis bien contente de l'avoir. L'électricité et l'eau de mer ne sont pas les choses plus... Du coup, les fourmis, je pense que je commence à sentir un peu des charges électriques. Bah tu veux pas demander... Mais attends, c'est Nico, je vais demander à Nico, mais j'essaie je peux pas, je vais demander à Nico s'il met... Ouais, moi je dis, je touche pas. Ok. Oui. Et du coup, ça va mieux là? Mais non, en fait, Nico n'a pas compris trop bien. Et je suis en train de faire des sauts, tu vois, comme une grenouille quand tu les télescopes électriques, parce qu'il m'a augmenté au maximum. Attends, il faut détacher les fils, les connexions. Tranquille. Ok, tu as juste plus de couches chauffantes, quoi. Non, plus de couches chauffantes, un peu d'eau à l'intérieur, c'est froid, on a un peu de décompression, mais j'ai trop envie de voir qu'est-ce qu'il y a là, parce que peut-être qu'on trouvera la première forêt animale marine arctique du monde. Bon bah, on descend, hein, mais tu nous dis s'il faut remonter. Hein. Ok, regarde, juste un petit peu. Je vois quelque chose là-bas. Okay. On regarde et après on revient. Je ne vais pas faire trop de décompression parce que je commence à rentrer beaucoup d'eau dans la combi. Là, ok, c'est là. Oh, c'est vachement plus espacé, je trouve, qu'en Polynésie. Oui, c'est petit. Tu vois, son petit hydrozoaire, mais c'est très dense. Ouais. C'est une mini-forêt. Il faut que tu relances les parachutes. On signale à la surface la présence de la première forêt sous-marine animale arctique. Wow. Et maintenant, on se casse parce qu'on a 15-20 minutes de décompression. Je ne vais pas le faire parce que j'ai l'eau dans la combi. Allez, c'est parti. Yann, envoie le parachute et on remonte tranquille. On remonte donc à la surface. Et là, il faut attendre, il faut s'imaginer qu'on est dans un froid littéralement polaire avec un vent qui nous fouette le visage. C'est très dur et on attend comme ça le Zodiac pour qu'il vienne nous chercher. C'est quand il veut, hein. On remonte enfin à bord du bateau. Lorenzo retire sa combi et là, plein d'eau se met à couler. Je sais pas si c'est nerveux ou si c'est un soulagement, mais on éclate tous de rire. Je pense qu'on peut le dire, ça y est, Lorenzo fait officiellement partie de la bande. Sur les 30 prochains jours, on va passer le reste de la mission à déployer justement tout le matériel dont on a parlé, parce qu'effectivement, cette forêt animale sous-marine est bien la première découverte dans cette zone. Qu'est-ce qu'elles vont t'apprendre, ces plongées ? Avec sa plongée, j'ai dépassé un petit peu ma zone de confort, j'ai découvert de nouvelles limites et j'ai découvert que ça me plaît, plonger dans ces environnements. Mais surtout, je suis contente parce que d'un point de vue de la question scientifique, on a trouvé une forêt, on a trouvé une petite forêt qui est différente de ce que j'ai imaginé.
En fait, c'est fait des hydrozoaires, qui sont des petits cousins des coraux, mais ils forment des forêts. Et du coup, je suis vraiment très curieuse de voir quels sont les résultats, comme va être comparable quelque chose qu'on trouve dans l'Arctique avec quelque chose qu'on a trouvé dans les Pacifiques et quelque chose qu'on va chercher dans la Méditerranée. Ça, c'est vraiment surprenant, le fait qu'on peut comparer des écosystèmes assez différents et unifiés par un concept unique qui est l'idée de la forêt. Un an plus tard, on retrouve un cadre beaucoup plus hospitalier puisque nous sommes en Grèce, dans le village de Fourni. Des pêcheurs nous conseillent un site pour trouver des gorgones rouges en profondeur justement. On sent Lorenzo plus à son aise et même un peu surexcité. Il est passionné de la Grèce antique et j'ai cru comprendre qu'au fond de l'eau, c'est aussi un véritable musée. Nous entamons notre descente. Et ça, c'est vraiment mon endroit. C'est la Méditerranée, c'est ma maison, c'est mon environnement. Je suis vraiment à l'aise ici. Les couleurs sont fantastiques. Moi, je pense qu'une forêt de gorgones rouges dans la Méditerranée, c'est quelque chose qui est inimaginable. Vous avez vu le film Avatar ? Oui. Eh ben, moi, ça me fait penser un peu au décor d'Avatar. En fait, en Canaries, j'avais appelé une forêt Avatar, la forêt faite par Sticopate. Dans la Méditerranée, les couleurs sont fantastiques. Et sa forêt ici, les pêcheurs, ils avaient raison, parce qu'on a cherché, nous, avec des idées, il peut être, et au final, la Méditerranée, les pêcheurs grecs. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance, mais ils nous envoyaient nos sites. Et ici, on a un plateau à 70 mètres avec des gorgones jaunes et rouges et des autres petits gorgones blanches. Après, on a un casseur de la profondeur, on a un mur plein de gorgones rouges, denses, grandes, avec ces couleurs rouges et un petit peu jaunes. Que ça semble bleu quand on arrive sans la lumière. Quand on allume la lumière, on le voit rouge, violet. Il y a un côté feu d'artifice aussi quand on allume la lumière. Plein de poissons. Ce spectacle, c'est fantastique. Oui. Lorenzo, qu'est-ce que tu tiens dans la main ? Ça, c'est un appareil pour la prélévation de l'épifaune. C'est un peu comme un aspirateur. En fait, c'est un aspirateur. Ok. C'est un aspirateur dans l'eau. À quoi ça sert ? Alors, je t'ai parlé de la biodiversité associée à la forêt de coraux. Et quand tu vas dans une forêt, tu as les animaux qui vivent dans la forêt, sont les oiseaux, etc. Mais il y a aussi des petits animaux qui vivent sous les arbres. Et toutes ces espèces-ci sont difficiles à échantillonner, à comprendre qu'est-ce qu'il a. Et personne, il n'a jamais considéré sa biodiversité. Parce que jamais on a pensé à les coraux comme des forêts, comme des arbres. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On aspire avec ces aspirateurs les coraux, les branches des coraux, et on prend tous les petits bestioles qui vivent attachés à les coraux. Petits crustacés, petits organismes invertébrés. D'accord. Donc c'est des crustacés, mais principalement. Surtout des crustacés. D'accord. Amphipodes. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent ces animaux ? Ces animaux, ils m'apprennent qu'il y a une autre couche, un autre niveau de biodiversité qu'on n'a pas jamais considéré. Imagine que la dernière fois qu'on a fait cette étude ici, en Canaries, on a découvert une nouvelle espèce d'amphipode qui a été toujours vivante sous les coraux noirs, mais qui n'a jamais été explorée. Et maintenant, en Grèce, on cherche de trouver s'il y a également de nouvelles espèces ou ce sont les mêmes qui vivent sous tous les arbres. Regardez là, il y a une amphore juste là. Une amphore ? Une amphore, ouais, tu sais, les vases antiques, quoi, c'est dingue. Ah ouais, ça doit valoir cher, ça. Bah, je pense qu'il faut la laisser où elle est. Hein. Ouais. Oui, alors, cet amphore, il a facilement 2000 années. Ah oui. Je pense qu'elle est là-bas depuis 2000 années. Et il faut la laisser parce que son propriété du gouvernement grec, l'amphore, c'est fantastique, tu vois. C'est recouvert d'incrustations animales. Oui, c'est vrai qu'il y a comme de la... Enfin, nous, on dirait justement une fois de la mousse. Oui, mais ce sont des petites couches des animaux ou des bryozoaires, etc. Et c'est devenu part de l'environnement marin. Il n'avait pas beaucoup de sens de la remonter à la surface. On a beaucoup de amphores, c'est pas oui, j'allais te dire, en fait, là maintenant que je réalise qu'elles sont recouvertes effectivement de ces petits animaux, il y en a
plein là où on plonge. Oui, se trouve beaucoup sont cassés, si tu vois. Probablement ces amphores viennent des échouages des navires. Du coup, s'ils sont cassés, sont amphores qui peut-être qui transportaient de l'huile grecque ou des vins, et peut-être qu'elle a transporté à Rome ou des autres endroits. On peut laisser partir notre imagination. Et ces bateaux, un accident est tombé, les amphores se sont cassés, et personne n'avait pensé jamais qu'il restera là-bas en 2000 ans. Perso, j'ai jamais fait une plongée comme ça. Et toi, Lorenzo? Non, franchement, j'avais jamais plongé en Grèce. Ça passe dans la Méditerranée, chez nous, ça passe de trouver des amphores, parce que les Romains, tu sais, étaient les mêmes. Mais ici, il y a tout autre saveur pour moi. C'est vrai que c'est beau, mais je me demandais, est-ce que t'es toujours parti aux quatre coins du monde? C'est pas trop dur de rester aussi longtemps dans sa famille? Moi, je pourrais pas, personnellement. C'est un peu une drogue. Donc non, c'est pas trop dur. Non, c'est pas trop dur. Il arrive à être dur. Parfois, j'ai pas beaucoup de vie privée, mais pour moi, c'est très intéressant parce que c'est pas que la beauté de plonger, parce que je peux plonger chez moi, je fais l'instructeur de plongée. C'est la découverte, l'aventure intellectuelle de faire des découvertes. Puis découverte aussi, je veux dire, aventure scientifique, mais humaine aussi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ça avec... Tu restes en communauté pendant plusieurs mois. Ah oui, c'est vrai que des gens, il y a des liens qui se créent avec ces personnes quand même. Ah oui, tout à fait. Il y a des personnes avec qui je passe beaucoup de temps dans des situations stressantes et dans des situations de travail. Mais la chose, je te dis, sont déjà 3 années qu'on fait ça. On va faire 4 ou 5 missions. Et j'ai jamais eu aucun problème d'interaction personnelle. C'est une magie. Je ne sais pas comment c'est possible, mais peut-être que c'est la profondeur qui me... Ça, l'histoire ne lit pas. En plus des plongées merveilleuses, Lorenzo aura aussi l'occasion de présenter son travail et les forêts animales sous-marines dans des écoles, des moments d'échange riches et touchants aussi. Ça y est, c'est la fin de cette mission. On se retrouve dans un petit restaurant grec, évidemment, près de la mer. Vous prenez quoi à manger? Vous avez envie de quoi? Moussaka, toujours. La moussaka? J'aime beaucoup la moussaka. Ah, ouais. Je me demandais, Lorenzo, t'étais bon élève ou pas? Oui, je suis toujours bon élève. J'ai jamais eu de problèmes à l'école, mais jamais excellence. J'ai toujours fait le minimum pour être tranquille et faire les choses que ça me plaît. Je vois très bien le genre. Un point commun, alors. Oui. Des facilités, mais je veux pas trop en faire non plus. Oh, la note parfaite, c'est les 7,5. Parce que Sur 10, du coup. Sur 10, ok. Si. Non, nous en Italie, on l'a sur 10. Pourquoi c'est important pour toi ce terme de forêt animale sous-marine? Et c'est important parce que c'est un terme qui utilise une similitude de quelque chose que les personnes peuvent bien comprendre. Et du coup, c'est très bon pour sensibiliser le public sur les enjeux des fonds marins. Si tu décris un chalutage, l'effet d'un chalutage comme une destruction des habitats tridimensionnels des suspensivores, les personnes... Bizarrement, ça parle pas trop. Regarde, si tu dis que c'est comme passer un filet géant dans une forêt, que tu pas seuls les arbres, mais aussi tous les animaux qui vivent dedans, immédiatement le public s'est connecté. Bah, t'as l'image, tu vois le filet qui déforeste. La déforestation, ça parle, et pas la déforestation sous-marine aussi. Exact. Et ça, d'un point de vue scientifique, ça me permet d'étudier des systèmes déjà connus de façon complètement différente et d'utiliser des approches nouvelles. Pour faire une découverte, il ne faut pas aller de l'autre côté du monde à trouver quelque chose que personne n'a jamais regardé, jamais trouvé. Mais c'est aussi quand tu regardes quelque chose avec un œil différent, ça change la perspective et c'est une découverte sans bouger trop. Et ça, à un niveau intellectuel, c'est très stimulant. Est-ce que tu vois les impacts du dérèglement climatique sur ces forêts? Oui. Nous, on voit surtout l'exemple de la Méditerranée, les forêts de gorgones rouges dans les premières 30-40 mètres de profondeur. On a vu des mortalités massives de gorgones, dues à les réchauffements climatiques, à les vagues de chaleur. En même temps, quand on a mis la tête un peu plus en bas, on a fait quelque chose que les autres normalement ne font pas. On est allé plus profond et on a découvert que dans les mésophotiques, il y a un refuge. Ça a été une vraie découverte de se dire, tiens, je vais aller plus profondément, peut-être qu'elle se cache, entre guillemets, là. Exact.
Et on a ces refuges, c'est temporaire. Parce que les réchauffements arrivent plus en bas. Du coup, on a un extra time, un cadeau. Tic-tac qui se met en Exact, mais on a la possibilité de faire quelque chose encore. Parce que effectivement, dans les premières 30 mètres de profondeur, surtout dans la zone de la côte française, on a vu des mortalités massives éclatantes. Là, malheureusement, c'est fichu, quoi. Si. Alors Enzo, tu sais, moi j'ai 16 ans. Et quand tu avais mon âge, c'est-à-dire 16 ans, c'était quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu voulais faire? À ton âge, mon rêve, c'était de faire ce type de métier. Peut-être pas précisément comme ça, mais aller sur un bateau à voile, plonger et faire des découvertes scientifiques. Et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi ton rêve? D'être comme toi. À 50 ans, tu rêves de voir 16. Non, si tu veux, alors, c'est difficile de définir un rêve, mais quelque chose que j'aimerais beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Mes découvertes ne restent pas là, mais il fait quelque chose qui change la façon de voir. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, on ne va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.